Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à SQL. Si les bases de données vous ont toujours semblé intimidantes, rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Ici, nous parlerons de, de SQL en partant de zéro, aucune connaissance au préalable nécessaire. Pas à pas, nous allons apprendre à interroger les bases de données, à les construire, à retrouver des informations dont nous avons besoin. Et essentiellement, nous allons aligner notre approche sur tout ce qui est données de santé, que ce soit du domaine de la santé publique ou de la gestion hospitalière. Nous allons essayer de démêler tout ça en utilisant une base de données SQL. Donc, à la fin de cette série, le SQL n'aura plus de secret pour vous. Vous allez être capable d'avoir des compétences, des aptitudes nécessaires pour, par exemple, postuler à un poste qui requiert la compétence en SQL. Alors, prenez le temps de bien suivre chaque vidéo. Moi, je vous inviterai surtout à pratiquer avec moi au fur et à mesure. Vous allez voir dans les ressources de chaque vidéo, il y aura un dépôt GitHub où vous allez pouvoir aller télécharger non seulement la base de données, mais aussi les exercices que nous allons pratiquer tout au long de la vidéo. Alors, si vous êtes prêts, asseyez-vous et on commence maintenant. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il m'a semblé très intéressant et très important d'ailleurs que je vous fasse euh, un rappel ou une introduction aux notions du SQL afin que vous puissiez comprendre les fondamentaux avant que nous ne rentrons dans le logiciel pour commencer par implémenter chaque élément. Et pour cela, nous allons débuter. Alors, c'est quoi une base de données? Une base de données, c'est comme un entrepôt ou un dossier dans lequel il y a plusieurs données. Maintenant, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de bases de données. Il y a des bases de données structurées et des bases de données non structurées. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous consacrer sur les bases de données structurées. Une base de données structurée, c'est comme plusieurs tableurs Excel, c'est comme plusieurs fichiers Excel connectés dans un dossier unique. Ils sont disciplinés avec des lignes et des colonnes respectant des règles strictes, avec des liens fiables entre les tables, capables de gérer d'énormes volumes de données, le tout en interrogeable par un langage dédié, le SQL. Autrement dit, une base de données, c'est comme un gros dossier dans lequel il y a plusieurs tables ou fichiers Excel, et ces fichiers Excel sont connectés entre eux. Chaque ligne, chaque colonne respecte des règles strictes. Et donc, cette architecture permet donc au langage qu'on appelle le langage SQL de pouvoir interroger les informations, de pouvoir trouver des informations facilement comparativement à un fichier Excel classique. Donc, j'ai fait une sorte de schématisation ici. Vous allez voir que, par exemple, ici, dans notre exercice qui va être aligné avec la gestion hospitalière, vous allez voir qu'il y a des tables patients, des tables de consultation et des tables médecins. Et chaque table est reliée à une autre part des clés qu'on va approfondir dans la suite de la vidéo. Et chaque colonne respecte un certain type de données. Donc, voilà à quoi ressemble une base de données SQL, une base de données structurée. Alors, c'est quoi le SQL? Le SQL, en fait, c'est le Structured Query Language. C'est pour dire, c'est un langage structuré, standard, ou dialoguer avec une base de données relationnelle. Comme je le disais tantôt, une base de données relationnelle, c'est une base de données structurée. Et il ne faut pas le confondre avec le moteur qui l'exécute. Le SQL, c'est comme le langage, mais en dehors du langage, il y a un moteur qui comprend le langage.
Donc, le SQL, c'est le langage, c'est une syntaxe qui décrit ce que l'on veut obtenir. En grande partie standardisé par la norme ISO, le même savoir-faire se réutilise d'un projet à un autre. Une fois que vous maîtrisez le langage, c'est que vous pouvez pouvoir l'appliquer à n'importe quel projet. C'est un langage assez structuré, assez standardisé à travers la norme ISO. Alors, le système de gestion des bases de données, ça c'est le moteur. Donc, on a un langage, mais il y a un moteur qui comprend ce langage pour pouvoir euh, transmettre les instructions à nos données. Donc, le moteur, c'est en quelque sorte le logiciel qui stocke les données et exécute le code ou le langage SQL pour pouvoir ressortir le résultat que nous voulons. C'est comme si je disais de manière caricaturale, on prend le moteur de recherche Google par exemple, qui est là un moteur bien évidemment, et on a une interface où on peut aller dire on cherche telle chose. Et dans le moteur contient la base de données, les informations des sites web. Et donc, quand on va dans l'interface pour dire je cherche telle information sur tel sujet, le moteur va aller chercher l'information, va aller chercher la donnée que nous voulons. Mais le moteur ne comprend que le langage SQL. Donc, vous n'allez pas taper juste une phrase pour dire que nous cherchons telle chose et il va aller le chercher. La phrase doit prendre une certaine structure. C'est ça on appelle le langage SQL. Maintenant, quand nous prenons le moteur, il faut savoir qu'il y a plusieurs moteurs. Les systèmes de gestion de base de données, il y en a plusieurs. Il y a le PostgreSQL, il y a MySQL, il y a SQLite et le SQL Server ainsi que Oracle et plein d'autres. Donc, chaque moteur ajoute ses propres variantes. Donc, pour comprendre, c'est que l'ensemble des moteurs comprennent le langage SQL à environ 97 ou 90 à 97%. Genre, si vous dites la même chose dans chaque moteur, ils vont comprendre le langage à 90, de 90 à 97%. Maintenant, chaque moteur ajoute certaines spécificités qui permet de rendre peut-être le langage plus performant ou encore la requête plus simple. Donc, voilà un peu la différence entre les différents moteurs. Mais le plus important, si vous arrivez à maîtriser le moteur que nous allons utiliser dans cette vidéo, c'est que vous maîtrisez 90 à 97% des différents autres moteurs. Il faudra juste vous ajuster euh, en fonction des spécificités de chaque moteur pour pouvoir étendre vos compétences. Donc, alors, c'est quoi un modèle relationnel? Un modèle relationnel, c'est comme un gros fichier Excel, mais qu'on va appeler table à partir de maintenant. Et cette table a des règles. Une table, c'est qu'il y a une relation de type entrée. Par exemple, quand on prend la table patient que vous voyez ici, vous allez voir que sur la table patient, il y a l'idée du patient, il y a le nom du patient, il y a le service et le statut. La table, c'est pour cette table-là que vous voyez. L'idée, c'est la clé qui permet de référencer chaque ligne ou chaque patient, si on peut le dire ainsi. Et donc, ici, les lignes, c'est les enregistrements. Les colonnes sont des attributs. Et le type, la nature de la donnée. Ici, vous allez voir que ici, il n'y a que des entiers. Ici, il n'y a que du test. Ici aussi, ici aussi. Donc, le type de données que la colonne contient est, est en fait bien connu, est la même, est le même pour chaque colonne. Donc, on ne peut pas, par exemple, mettre un type
test, par exemple au niveau du nom, et ajouter encore un titre entier. Donc, c'est ça le modèle. Un modèle, c'est que chaque colonne a son nom, chaque ligne a son identifiant, et chaque donnée en quelque sorte respecte pour chaque colonne un type de donnée. Voilà. Alors, le cœur d'un modèle relationnel, c'est la clé. La clé. Quand on dit une clé, il y a plusieurs types de clés. Une clé permet de connecter, par exemple, une base patient à une base hospitalisation. Et donc, dans chaque table, je disais une base, mais c'est chaque table. Dans chaque table, il y a une clé qu'on appelle une clé primaire. La clé primaire, c'est que chaque table a sa propre clé à lui. Donc, ce qui veut dire qu'on prend une table patient, il y a pour chaque ligne une clé. C'est ça qu'on appelle une clé primaire. C'est une clé dédiée. Donc, identique. Et cette clé primaire ou primary key identifie chaque ligne de façon unique. Elle n'est jamais vide et jamais dupliquée. Souvent, c'est un identifiant numérique. Maintenant, on a aussi la notion de clé étrangère qu'on appelle ici foreign key. C'est elle qui pointe vers la clé primaire d'une autre table. C'est-à-dire, par exemple, quand on est dans la table hospitalisation, on sait que c'est des patients qui sont hospitalisés. Donc, on va aller chercher l'identifiant de la table patient pour venir le mettre dans la table hospitalisation. Et dans ce cas, elle devient une clé étrangère parce que ce n'est pas la clé primaire de la table hospitalisation. Donc, voilà un peu comment se fait le lien entre deux tables. Une table patient et une table hospitalisation. Ce n'est que le déplacement de la table de l'identifiant clé primaire d'une table dans l'autre qui permet de faire la liaison ou la référence. Alors, on obtient donc, dans le cadre de la gestion hospitalière, par exemple, une table qui ressemble à ça, où dans la table primaire, nous avons l'idée patient avec primary key, et dans la table consultation, on a non seulement son primary key qui est ID consultation, mais aussi une clé étrangère qui est ici l'ID patient qui est foreign key, et non seulement ça, une autre clé étrangère de la table médecin qui est ici le foreign key médecin ID. Donc, voilà un peu comment les données peuvent se structurer dans une base de données. Cette notion est très importante parce que c'est ça même le cœur d'une base de données structurée. Parce que s'il n'y avait pas ces identifiants qui faisaient le lien, on pouvait juste avoir un gros fichier dans lequel euh, on a les patients, la consultation, les médecins qui a consulté. Et là, on aura du mal à avoir les informations qu'on veut rapidement. Donc, l'intérêt, c'est que quand les tables sont disposées comme ça, on a facilement la donnée qu'on cherche, on a facilement l'information qu'on cherche à travers le langage SQL. Alors, il y a quatre familles de commandes. Quand nous parlons de langage SQL, il y a quatre familles de commandes pour interroger une base. Donc ici, on a la famille DDL qui va être liée à la définition des données, genre la structure de la donnée. C'est comme les DDL vont former l'enveloppe ou le contenant de notre donnée. Donc, c'est comment on crée la table, comment on la modifie ou comment on la supprime. Ensuite, il y a les DML, qui est les data modification et manipulation, pardon. Ici, c'est pour manipuler les données. C'est par exemple pour dire qu'on veut voir telle chose. À travers la clause select, on veut sélectionner telle donnée. Ensuite, on veut insérer telle donnée ou on veut mettre à jour, update.
update, on veut mettre à jour telle donnée ou on veut supprimer telle donnée. Donc, les DML se concentrent seulement sur la donnée. Ensuite, les DCL, c'est beaucoup plus sur le contrôle de la donnée, qui a accès à la donnée et quelles données la personne peut avoir accès. Donc, c'est dans cette partie-là de DCL qu'on va contrôler la gestion des utilisateurs. Ensuite, il y a les transactions. Ici, en fait, quand on dit une transaction, c'est comme quand vous allez, par exemple, je donne un exemple caricatural, quand vous allez à la banque et vous voulez faire un transfert ou vous voulez faire une opération au guichet automatique, quand vous lancez votre transaction, si le solde, par exemple, est insuffisant, la transaction va s'arrêter. C'est comme ici. Quand vous lancez une opération de commit, par exemple, c'est la loi du tout ou rien. Ça veut dire que tant que l'opération n'est pas faisable, la base de données se remet à l'étape initiale. On va voir la notion de acide comme certains peuvent le connaître déjà. En une phrase, la DDL construit l'hôpital, si je veux caricaturer encore. La DML y admet et soigne les patients. La DCL distribue les badges d'accès. Et le TCL fait en sorte que aucun acte ne reste à moitié fait. C'est soit c'est fait, c'est soit ce n'est pas fait. Alors, l'anatomie d'une requête, quand on dit une requête, c'est comme l'anatomie ici, c'est pour dire quelle est la structure qu'une requête, quand on veut interroger une base, quelle est la structure que le langage SQL devrait prendre. Donc, généralement, on va commencer par une clause select pour dire qu'on veut sélectionner les colonnes tant. From pour dire à partir de telle table ou de telle base. Vous voyez, généralement, on va dire, on veut sélectionner les colonnes nom, prénom, sexe, âge de la table patient. OK. Where, lui, va nous permettre de dire, est-ce qu'on peut filtrer des choses? Est-ce qu'on veut, par exemple, dire que c'est lorsque le sexe des patients est, par exemple, de sexe féminin ou de sexe masculin, ou encore where son âge est supérieur à tant. Ensuite, group by, lui va regrouper la donnée. On peut dire, on peut regrouper les patients par le service de dermatologie, par le service de tel, tout en respectant les instructions préalables. Ensuite, on peut dire having. On peut dire que having, c'est pour dire que non seulement on veut les patients groupés par sexe ou par âge, ou groupés par tel service, mais on veut les patients dont leur âge, par exemple, commence par tel, je dis leur âge, leur nom commence par euh, telle lettre ou tel chiffre ou telle chose, vous voyez. Et ensuite, on peut dire, on veut trier, par exemple, sur euh, l'âge, on veut que l'âge soit dans l'ordre décroissant. Ou encore limite, pour dire qu'on veut juste les trois premiers ou les trois derniers, ou à partir de la troisième position. Mais le plus important, c'est de savoir que l'ordre d'écriture, euh, c'est un peu ce que vous voyez là. L'ordre d'exécution, c'est presque pareil. Le moteur, lui, va comprendre tout ça en commençant toujours par le select, ce qui va faire que dans presque toutes les requêtes SQL, on va toujours commencer par le select. Alors, quelques principes transversaux. Le langage est déclaratif. On décrit le résultat qu'on veut, pas la marche à suivre. Donc, le moteur lui-même, il va choisir comment il va faire pour avoir le résultat que nous voulons. Il faut comprendre que quand on dit la valeur nulle, ici, c'est différent de 0. Valeur nulle, c'est qu'il n'y a aucune entrée dans cette partie de la table. Donc, c'est une notion très importante à garder. C'est pas parce qu'on a dit que c'est nul qu'il faut croire que c'est 0. Ensuite, la case et les nommages, les mots-clés, souvent insensibles à la case, adapter des conventions de nommage cohérents.
On va voir tout ça dans la pratique. C'est très important d'adopter une façon d'écrire pour bien comprendre, pour ne pas se perdre dans les requêtes qu'on va formuler. Le point virgule, souvent, ça termine une instruction. Il y a certains moteurs qui n'ont pas forcément besoin qu'on mette un point virgule à la fin, mais dans la majorité, c'est très, très important de mettre un point virgule à la fin d'une requête. La transaction et les principes acides, j'en ai parlé un peu. Il faut comprendre que ici, une requête, si elle n'est pas complète, s'il y a une erreur, ça ne va pas aboutir. Donc, c'est pourquoi on dit que les requêtes SQL, souvent, les transactions recoupent plusieurs opérations et toutes en un, tout individuel. Ainsi décrit les quatre garanties et fiabilité. Ce qui veut dire que quand vous écrivez une requête et il y a une erreur dedans, ça ne va pas donner, vous allez avoir un code d'erreur parce qu'il n'a rien compris. Donc, c'est ça qu'on appelle la transaction acide, l'atomicité, la cohérence, l'isolation et la durabilité. Pour démarrer du bon pied, ici maintenant, nous allons choisir notre moteur dans la suite de notre vidéo. Nous allons utiliser MySQL, qui est le langage le plus connu, le plus utilisé par les spécialistes de la data. On va aussi voir des nuances avec Postgre, mais Postgre, ça offre aussi des avantages par rapport à MySQL, mais pour un débutant, il faut commencer par MySQL et ensuite aller chercher des notions sur PostgreSQL. On peut également utiliser SQLite qui est un moteur qui est totalement exécutable dans un navigateur. Donc, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Un jeu de données, on a un jeu de données. Allez dans la table, en dessous de notre vidéo, vous allez voir le dépôt GitHub et vous allez pouvoir aller télécharger la base de données que nous allons implémenter et les exercices. C'est très important de commencer par pratiquer. Mettez des pauses pour maîtriser le début. Le début est souvent un peu compliqué, mais après, vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. Alors, je vous invite à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et on y va.